et bienvenue dans votre émission La Pause décoloniale. L'émission où les femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie formulent, reformulent, réfléchissent et partagent leur vision de la décolonisation à travers leur expérience et leur engagement pour Kanaki. Nous en sommes au 15e épisode de la saison 2 de la Pause décoloniale et aujourd'hui, rencontre avec la chercheuse australienne Joséphine Goldman. Les recherches de Joséphine portent sur la littérature océanienne et antillaise francophone écrite par des femmes. Elle nous parle des liens entre les espaces de l'Océanie et des Antilles et notamment sur la représentation de la relation entre l'eau, le genre et l'identité culturelle dans la littérature et l'art contemporain des femmes antillaises et océaniennes francophones. Nous discuterons aussi de 2 romans océaniens dans lesquels elle explore le motif de l'eau, l'épave de Dewey-Gorodé et Pina de Titawapéou. Cette interview a été réalisée par Anaïs Duong-Pédika. Bonne écoute et bonne pause décoloniale. Bonjour Jodie, et puis bonsoir à toi à Sydney du coup. Merci d'avoir accepté de faire une interview avec nous pendant cette période de Salon international du livre océanien. La raison pour laquelle on avait pensé à vous, c'est que vous êtes doctorante en études francophones à l'Université de Sydney et vos recherches portent notamment sur la littérature océanienne et antillaise écrite par des femmes. Plus précisément, vous travaillez sur la représentation de la relation entre l'eau, le genre et l'identité culturelle dans les littératures et l'art contemporain des femmes antillaises et océaniennes francophones. Vous vous décrivez comme une chercheuse blanche d'Australie qui habite actuellement sur les terres des Gadigal. Merci et bienvenue. Donc, ma première question pour vous, c'est pouvez-vous nous parler de vos recherches et de votre choix de mettre en lien la littérature des femmes francophones antillaises et du Pacifique? Et y a-t-il des liens au-delà de notre histoire coloniale qui nous lie à la France, je veux dire, entre l'espace antillais francophone et l'espace océanien francophone? Oui, donc pour moi, je vois des liens importants entre les littératures et les arts et les philosophies, donc les manières de penser de ces deux régions. Et donc, effectivement, j'ai commencé ma recherche avant de mon doctorat sur des littératures antillaises francophones des femmes. Et à travers cette recherche, j'ai trouvé un focus important sur l'eau et sur l'océan en particulier. Et effectivement, quand j'ai commencé mon travail pour mon doctorat, je suis tombée sur le concept d'océanitude, qui est un concept d'un écrivain Ni Vanuatu, Paul Tavo, qui est présent dans son roman Quand le cannibale est requin. Donc, c'est un roman de 2015. Et donc, je suis devenue intéressée à la signification de l'océan dans l'art de ces 2 régions et aussi donc la présence de l'eau dans la philosophie de ces 2 régions. Donc, j'ai commencé à me consacrer à cette présence importante de l'eau, effectivement. Et pour moi, c'est une grande partie du lien qu'on peut retrouver entre ces deux littératures des Antilles et de l'Océanie. Et donc, effectivement, dans la première partie de ma thèse, j'essaie de montrer que les Antilles et l'Océanie sont liées pas seulement par leurs histoires coloniales, mais aussi par les résonances entre les manières de penser, les manières de concevoir de ces 2 régions qui est très liées à l'eau. Et donc, j'utilise quelques concepts un peu intéressants peut-être. Donc, le concept des transnationalismes mineurs, qui est un concept de Françoise Lyonnais et Shumeishi, et qui est effectivement sur les connexions horizontales et latérales entre les pays dits mineurs ou effectivement dans beaucoup de cas des pays colonisés. Et donc, c'est une manière de considérer effectivement ces liens entre, par exemple, Kanaki et Maui-Nui, mais aussi, je veux dire, entre Kanaki, Maui-Nui, Martinique et Guadeloupe. Donc, pour moi, c'est un premier aspect de mon approche. Mais aussi, je travaille avec l'écriture de l'écrivain martiniquais Edouard Glisson et de l'écrivain anthropologue Fijian Tongan Epeli Hawofa. Et donc, je pense que dans le travail, du travail de tous les 2, on peut voir effectivement une manière de penser, une manière de concevoir des Antilles et de l'Océanie
très similaire qui est important. Et donc, peut-être je peux lire quelques citations de ces deux penseurs qui sont, je pense, des bons exemples de ce focus important sur l'eau et sur l'océan en particulier. Mais donc, Epeli Hau'ofa, il écrit dans son essai qui s'appelle Our Sea of Islands, donc notre mer des îles, il dit que there is a world of difference between viewing the Pacific as islands in a far sea and a sea of islands. Donc, on peut dire que c'est une grande différence entre voir le Pacifique comme des îles dans une mer lointaine et une mer des îles. Donc, il conçoit de l'Océanie comme cette mer des îles, qui pour moi est très important. Et c'est assez similaire, je pense, au travail de Glisson, qui écrit dans son livre Traité de tout le monde. Il dit que l'océan Pacifique, la Caraïbe, sont des mers depuis toujours archipéliques. Les continents, ces masses d'intolérance redement tournées vers une vérité, à mesure qu'ils se regroupent en entités ou qu'ils confédèrent en marché commun, s'archipélisent aussi en régions. Les régions du monde deviennent des îles. Donc, pour Glisson aussi, on peut voir ce concept d'une mer des îles dans un sens. Donc, pour moi, c'est une première partie du lien que je vois entre les deux régions. Et merci beaucoup pour cette analyse du lien entre ces deux espaces culturels, politiques, artistiques, et aussi du coup Édouard Glissant et Epeli Hau'ofa. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais je le dis pour nos auditrices et nos auditeurs, les livres de Epeli Hau'ofa, ils ont été traduits en français par Pacific Islanders Edition, qui est une maison d'édition qui est basée à Tahiti, il me semble. Du coup, on partagera quelques-uns de ces livres et des citations sur notre page Facebook en amont de passer cet épisode sur Jido. Donc, dans votre thèse, vous parlez aussi de Pacifique noir et d'Atlantique noir. À quoi faites-vous référence et en quoi ces espaces sont-ils genrés? Oui, donc c'est effectivement la deuxième partie de la connexion entre les Antilles et l'Océanie que je vois. C'est en relation à ces deux concepts du Pacifique noir et de l'Atlantique noir. Et je prends le concept du Pacifique noir du travail de Kito Swan, qui est un chercheur américain, je pense, qui explore ce concept du Pacifique noir dans son livre qui s'appelle Pacifica Black. Donc, encore une fois, c'est en anglais, mais c'est un concept qui, je pense, est aussi intéressant pour les espaces francophones. Donc, pour moi, une grande partie de mon travail est effectivement essayer de confronter ces frontières, ces lignes de distinction entre les espaces anglophones et francophones. Et donc, pour Swan, le Pacifique noir est l'opposé d'un Pacifique blanc. Donc, il voit un Pacifique blanc comme un effort des colonisateurs européens d'imposer leur imagination et leur carte et leur concept colonisateur, leur norme par exemple, sur la région de l'Océanie. Et donc, dans son livre, Swan souligne la résistance des autochtones océaniens, surtout des autochtones racialisés comme noirs, contre cette imagination blanche. Il souligne aussi les liens qu'ils et elles ont créés entre les pays noirs et colonisés. Donc, encore une fois, c'est une forme de c'est transnationalisme mineur. Donc, ces liens horizontaux entre les pays dits noirs ou colonisés, effectivement. Donc, Swan dit dans son livre qu'il ne propose pas le Pacifique noir en contraste de l'Atlantique noir dans un sens très exact, mais on peut voir des liens entre ces deux concepts, donc de l'Atlantique noir et du Pacifique noir. Surtout si on fait attention aux connexions créées entre les îles antillaises et les îles océaniennes à travers l'eau. Donc, en retournant à mon première idée, effectivement. Mais donc, cet Atlantique noir est un concept qui est créé par Paul Gilroy, qui est un chercheur anglais, je pense, dans son livre The Black Atlantic. Et donc, Gilroy utilise le symbole du bateau, en particulier le bateau négrière, comme un vecteur de contact entre les pays de la région atlantique, donc entre les Caraïbes, entre les États-Unis, entre l'Afrique, entre l'Angleterre aussi. Et donc, il explore les liens entre cette grande région
par rapport à ce symbole du bateau, mais aussi par rapport à l'eau, effectivement. Et donc, on peut voir certains aspects de ces symboles, ces figures dans les textes de l'Océanie ou du Pacifique noir, autant que dans les textes de l'Atlantique noir. Et donc, parce que j'explore la représentation de l'eau, les bateaux, les symboles des bateaux sont assez importants pour moi. Et en particulier, on peut voir comment les femmes océaniennes interrogent ces symboles, comme les bateaux, comme par exemple des pirogues et comme des étendues de l'eau, donc comme l'océan. Donc, on voit par exemple, dans le roman L'épave de Diego Rodé, une interrogation de ce symbole du bateau, de la pirogue en particulier. Donc, peut-être je peux explorer cela après. Oui. Oui, super. Du coup, vous faites le lien. Je trouve que c'est très intéressant. Alors, pour ceux qui sont pas familiers avec l'espace atlantique et les travaux du chercheur noir britannique Paul Gilroy, bien sûr, il explore cet espace à travers le bateau négrier, parce que l'Atlantique, c'est l'espace où la traite des esclaves a commencé entre le continent africain et les Amériques. Et je trouve intéressant du coup qu'on parle de bateau, parce que du coup comment on met en lien ces deux espaces qui ont des histoires qui sont très différentes et qui ont aussi même des luttes contemporaines, parce que du coup vous regardez la littérature océanienne contemporaine, des luttes contemporaines qui sont différentes et des rapports à la France qui sont différents aussi. Mais du coup, vous parliez de l'épave de Diego Rodé. Et dans votre premier chapitre de thèse, vous analysez donc 2 romans océaniens qui sont L'épave de Diego Rodé et le livre Pina de l'autrice Maori Titawa Peu. Titawa Peu que nos auditrices et nos auditeurs connaissent aussi peut-être par rapport à une chronique littéraire qu'on avait fait avec Book Kanaki l'année dernière et qu'on a repassé cette année. Est-ce que vous pouvez brièvement nous faire un résumé de ces 2 livres, ainsi qu'une présentation des personnages et des contextes dans lesquels ils sont écrits? Oui, donc je vais essayer de les résumer brièvement. Donc, ils sont tous les deux les romans, les livres assez compliqués, mais pour introduire L'épave, donc L'épave, c'est un roman publié en 2005 et c'est considéré comme le premier roman écrit par un Kanak qui a été publié. Et donc, c'est un livre très complexe. Il ne convient pas très bien à des conventions du genre littéraire, effectivement. Donc, c'est pas un roman typique, je veux dire. Donc, il y a un narratif, mais c'est pas très linéaire. Et il contient aussi des extraits des textes religieux, comme la Bible et le Coran, ainsi que des chansons, des raps, du graffiti et des histoires orales qui sont transcrites. Donc, c'est un roman qui est très complexe. Je suis sûre que vous connaissez bien Diego Rodé, mais je pense que L'épave, c'est un roman qui explore les thèmes qui étaient au centre de son travail d'activiste et de politicien, ainsi que son travail d'écrivain, effectivement. Donc, elle explore les vies des femmes, surtout la violence contre les femmes, qui est coloniale et patriarcale, qui est la lutte décoloniale, ainsi que la violence contre l'environnement, qui est évidemment liée à la colonisation. Et donc, c'est une œuvre dans laquelle c'est clair que toutes les violences sont liées l'une à l'autre. Donc, L'épave, il s'agit d'une histoire de violence sexuelle, intergénérationnelle et cyclique contre les femmes dans une communauté kanak. Et il suit l'histoire d'une jeune femme kanak qui s'appelle Lena et un jeune homme kanak, Tom, au début de leur relation ensemble. Le livre commence avec une grande manifestation pour l'indépendance kanak et la fête qui suit cette manifestation. Et c'est après cette fête que la relation entre Tom et Lena commence. Et leur relation commence effectivement dans un espace qui est très important dans le roman, qui est l'espace d'une épave. Donc c'est l'épave du titre et c'est l'épave d'une pirogue qui est écrasée dans une plage assez proche à Nouméa. On découvre au fur et à mesure du roman que Lena a expérimenté l'abus sexuel dans son enfance à ce même site de l'épave par un homme qui est une figure un peu ambiguë, qui
qui est appelé Tom, mais qui est appelé aussi l'ancêtre et le pêcheur. Donc, je le nomme effectivement l'ancêtre pêcheur dans mon travail. Mais donc, nous découvrons dans l'histoire de l'épave que l'histoire de Lena est liée aux autres histoires des femmes dans sa communauté, donc de son amie Lila et une vieille femme qui s'appelle Eva et aussi sa tante qui est aussi appelée Lena. Donc, on voit des histoires très entremêlées, effectivement, de ces femmes. Et c'est une histoire très sombre, je veux dire, donc, qui n'ont pas beaucoup d'espoir. Et effectivement, Gorodé termine le roman avec beaucoup de morts et aussi elle suggère que l'abus continuera au site de l'épave en particulier. Et cette site de l'épave, c'est aussi le site de la Roche Noire. Donc, c'est un symbole qui est un peu doublé, effectivement, entre ce symbole de la mobilité de l'épave et le symbole de la racine de la terre qui est la Roche Noire. Donc, c'est un symbole qui est très important, mais c'est un espace très ambivalent dans la nouvelle, dans le roman, pardon. Donc oui, elle finit son roman en écrit que effectivement que ce cycle d'abus continue. Donc je peux citer peut-être une ou deux phrases. Donc elle écrit que sur la plage, elle est Lena, dans ce cas, Lena retrouve les deux enfants venus avec leur grand-mère, Tom et Lena, donc une répétition encore une fois de ces noms. Et à revenir du bosquet de l'épave de la grande pirogue où sur la pierre noire ils apprennent à s'aimer. Et donc on sait dans le roman que ces enfants, Tom et Lena, sont des cousins. On voit aussi cette répétition des relations qui sont pas seulement abusives quelquefois, mais aussi incestueuses. Donc c'est un roman très sombre, oui, très noir. Mais c'est une exploration très intéressante de ces symboles, je pense, de l'épave et donc de l'eau, de cette idée d'une mobilité à travers de l'eau, qui est effectivement célébrée dans beaucoup de textes de l'Océanie. J'ai cité avant Epeli Hauhofer. On peut aussi voir l'importance de la pirogue dans le travail de Flora Aurima-Devatine, par exemple, qui est Maui, donc de Maui Nui, et aussi, par exemple, dans les textes d'Albert Wendt de Samoa. Donc, on peut voir l'importance de ce symbole dans beaucoup de textes océaniens. Et j'ai noté, en fait, Anaïs, que vous avez écrit avec Sarah Palaguet que le figure de la pirogue et le figure de l'océan, c'est pas aussi important dans toutes les parties de Kanaki, mais c'est très important dans certaines régions. Donc, je pense que vous avez écrit dans un article de Polo Funambulist que oui, l'océan est effectivement très signifiant pour certains peuples kanak. Donc, par exemple, dans le contexte de Kunié ou l'île des Pines, vous avez dit que le canoë, le pirogue est très importante pour le travail de certains artistes et navigateurs, par exemple, à Aélie Ticouré. Mais je ne sais pas si ça va être intéressant pour tout le monde, je sais pas. Oui, pour moi, la représentation de l'épave de la pirogue est un aspect important de la critique de Gorodé envers les métaphores et des symboles célébrés en Océanie. Je pense qu'elle veut qu'on fasse attention aux femmes kanak qui ont exclu de certains processus d'envisager un futur pour Kanaki et pour l'Océanie. Elle veut qu'on fasse attention aux femmes qui sont abusées ou ne pas tenues en compte pendant la lutte pour la décolonisation et l'indépendance, qui est évidemment très centrale à son projet d'activiste plus généralement. Oui, donc le deuxième roman que j'analyse dans cette première partie de ma thèse, c'est le roman Pina, qui est écrit par l'autrice Tito Apeu, qui est Maui, et c'est publié en 2016. J'ai voulu noter parce que c'est peut-être intéressant pour aux auditeurs et auditrices que Tito Apeu est effectivement née en Kanaki, mais elle est déménagée à Tahiti quand elle avait 2 ans. Donc, elle est Maui, mais elle a un lien à Kanaki aussi. Son premier roman, Mutisme, c'était publié en 2003 et c'était une grande sensation à Tahiti
Tahiti en particulier. C'est important parce que dans ce roman, elle parlait de l'histoire de l'expérimentation nucléaire en Maui Nui et c'était un des premières œuvres littéraires qui a été très explicite sur certains aspects des impacts de l'expérimentation nucléaire. Aussi dans Mutisme et donc ces thèmes sont continués dans Pina. Mais effectivement, elle explore aussi la violence familiale et patriarcale et elle montre le lien entre la violence sexuelle au sein des familles et la colonisation française. Donc, elle montre très concrètement les liens entre ces deux violences qui sont effectivement liées et qui sont perpétuées surtout contre des femmes et des filles autochtones. Dans Pina, Peyo continue d'explorer ces thèmes de la violence familiale ainsi que la violence environnementale et coloniale. Et donc, Pina suit l'histoire d'une jeune fille à Maui de 9 ans qui s'appelle Pina. Pour résumer un peu l'intrigue, le roman se consacre aux vies de la famille de Pina qui consiste de ses parents, Ma et Auguste, et ses 8 frères et sœurs. Et c'est un roman qui se consacre sur Pina, mais on peut lire les perspectives de tous les membres de sa famille. Donc, c'est un roman qui a beaucoup de perspectives différentes. Et donc, c'est une famille qui est assez pauvre, qui habite au quartier de Tenaru, à peu près de Papeete, à Tahiti. Et sa famille habite proche à la rivière Tenaru. Et cette rivière Tenaru est très importante dans le livre. Et effectivement, je suggère que la rivière Tenaru est effectivement une grande partie de l'approche de Peyo. On peut imaginer l'espace de Tahiti. Mais dans le roman, Peyo explore la violence du père Auguste envers Pina, Ma et sa sœur Rosa, ainsi que son frère Pauro. Et Pauro et Pina sont les frères et sœurs les plus proches dans la famille. Donc, ils sont effectivement ensemble dans le roman. Donc, j'ai pensé que c'est peut-être intéressant de lire un peu d'une description du roman par Peyo elle-même. Donc, elle a décrit le roman comme une charge contre la société actuelle, ses dérives et ses politiques importantes. Donc, c'est évidemment un roman politique, mais elle dit aussi qu'il s'agit d'une Polynésie prospère, bien dans sa peau, essentiellement métissée, voire blanche. Il s'agit d'une Polynésie qu'on dit moderne et ancrée dans sa culture. Et puis, il y a Pina, Junia, Auguste, Mar, eux tous, les sans-grades, les invisibles, ceux qui, vers le 5 du mois, n'ont déjà plus rien sur leur compte. Il y a cette Polynésie des quartiers, comme on dit, celle que vous ne verrez jamais au Heiva i Tahiti, ni sur les planches du phare Tahiti Nui. Donc, oui, effectivement, elle veut dire que ce roman explore la vie des gens qui ne sont pas très visibles dans la société Maui et de mettre en contact des mondes différents, effectivement. Donc, c'est un livre qui est évidemment visé à un certain résultat, je pense, de mettre en avant les histoires des personnes qui ne sont pas très visibles ou très écoutées. Donc oui, je pense que la rivière est très importante dans l'histoire. Et donc, pour moi, la rivière, c'est un espace qui est à la fois marginalisé et centré dans le roman. Et c'est le lieu où Pina et Pauro sont le plus présente. C'est effectivement c'est à la rivière que Pina et Pauro doivent laver les draps et les vêtements de la famille, et ces vêtements et les draps sont incrustés par le sang qui est le résultat de la violence du père, effectivement. Donc c'est un lieu qui est très important à l'histoire, effectivement. Et c'est où Peyo crée un lien entre la violence sexiste et patriarcale d'Auguste et la violence environnementale et aussi la colonisation. Donc je vais lire un petit passage peut-être qui illustre bien quelques liens que Peyo fait entre ces violences variées, effectivement. Donc, elle écrit « Les marches silencieuses, les gros paquets sur les épaules, les battoirs et le coupe de savon de Marseille dans les mains, c'était vraiment pas pour Rosa. » Donc, Rosa, c'est la sœur aînée. Et j'ai pas lu ce passage, mais Rosa est bien traitée dans la famille parce qu'elle a la peau claire. Et Pina a la peau noire, donc elle est maltraitée dans la famille. Donc c'est très très clair que c'est une partie de la caractérisation de Pina, effectivement. Donc tous les matins, pendant qu'on a tous du mal à ouvrir les yeux, Pina et Pauro remontaient la route humide du quartier, direction le fond de la vallée pour la lessive du jour, parce qu'une machine à laver chez Pina, faut même pas y penser.
on dit qu'aujourd'hui, les pierres sont encore blanches de lascive là-bas où tombe la cascade. Elles sont encore blanches d'usure et de peine. Donc, pour moi, c'est un passage très, très important et très symbolique parce qu'on peut voir que la violence environnementale et aussi la violence coloniale. C'est le savon de Marseille, ce symbole de la France, qui marque et qui blanchisse effectivement les roches de la rivière. Donc, on peut voir que toutes les violences, tous les forces d'oppression sont liées et donc qui marquent effectivement le paysage de ce quartier de Tanaro. Et donc, j'ai pas écrit le passage ici, mais plus tard, on voit aussi que la rivière devient un lieu où PU fait lien entre l'expérimentation nucléaire et les corps usés et malades des Maoris, donc par rapport à un personnage qui est l'oncle de Pina, qui meurt du cancer à cause de son travail à le centre d'expérimentation pacifique. Donc effectivement, je pense que cet espace de la rivière, cet espace aquatique et fluide est très important comme un lieu où PU critique, encore une fois, ces symboles de la mobilité, de la mobilisation de l'Océanie comme une vision très célébrée, mais c'est aussi un lieu qui est, dans un sens, un lieu de confort pour Pina. C'est où elle trouve le bonheur avec son frère, et c'est aussi en relation à la rivière que Pina survit le roman. Donc, à la fin du roman, elle fait une tentative de suicide, mais elle survit. Et c'est effectivement parce que Paro entend la rivière et il court à son aide. Et donc, c'est une histoire un peu plus optimiste que celle de Gorodé, mais c'est aussi une histoire qui a une fin très ambiguë. Donc, après Pina survit sa tentative, on a un épilogue qui prit lieu à Paris, effectivement, donc pas à Tanaro. Et c'est à Paris que Pina vit heureusement avec les frères et sœurs qu'elle aime. Donc c'est une conclusion assez ambiguë sur le futur de Maui Nui, et on ne sait pas exactement ce qui est la perspective de Tito Apeu sur cela. Donc oui, je pense que c'est tous les romans sont les romans très compliqués et ambigués. Merci beaucoup de nous partager vos analyses par rapport à ces deux romans. Et donc, dans chacun pour l'épave de Dewi Goredé et Pina de Titao Apeu, vous nous parlez du rôle finalement de l'espace de la rivière dans le roman Pina et de la plage avec l'épave dans le roman de Dewi Goredé. Quand vous mettez du coup ces deux romans ensemble, qu'est-ce que, pour vous en tant que lectrice et pour vous en tant que chercheuse, qu'est-ce que l'eau finalement vous révèle dans le contexte de ces deux œuvres mises ensemble? Enfin, je vous avais déjà dit finalement que ça représente beaucoup de choses, mais quel message du coup ces autrices océaniennes font passer à travers l'eau pour vous? Donc, je sais pas s'il y a un message très, très clair ou très simple, mais pour moi, elle utilise l'eau pour explorer, pour envisager des autres manières d'imaginer leur pays, pour questionner certaines imaginations dominantes, même si ces imaginations sont celles des Kanaks et des Maoris. Donc, il questionne donc des imaginations coloniales, évidemment, mais aussi des imaginations qui sont des colonisateurs, effectivement, mais qui manquent peut-être le focus nécessaire sur les vies et les corps des femmes et des filles océaniennes, effectivement. Donc, pour moi, le focus sur ces espaces de l'eau sont partie de leurs efforts de rendre central dans les histoires les corps des femmes et les corps des filles, effectivement. Donc, c'est pas un message très, très simple, mais pour moi, c'est attendu de l'eau. Donc, oui, la rivière et la plage sont des espaces qui contiennent à la fois des possibilités, des capacités d'imaginer des futurs différentes qui rendent compte de la signification de ces femmes et de ces filles, mais qui contiennent aussi effectivement les traces de la douleur de ces femmes et de ces filles, qui contient les passés difficiles et les présents difficiles. Et donc,
qui sont des lieux qui ont des connotations multiples, effectivement. Mais donc, c'est effectivement ma thèse, que c'est l'eau, c'est une figure très ambiguë, qui a la capacité de donner des opportunités de renaissance de l'imagination, des futurs pour le Kanaki, pour Maui Nui, Martinique et Guadeloupe. Mais aussi, ils sont des espaces qui tiennent des traces du passé. Donc oui, c'est effectivement ma conceptualisation de l'eau. Mais... En tout cas, c'est très intéressant et j'imagine que ceux d'entre nous qui reliront ces œuvres ou qui liront ces œuvres pour la première fois, malheureusement, on a donné plein de spoilers. Oui. Non, mais c'est normal. Peut-être lire à travers ce prisme aussi de l'eau. Ma dernière question avant de finir cette interview super intéressant, c'est s'il y a d'autres œuvres de femmes océaniennes qui vous intéressent en tant que chercheuse, mais même juste en tant que lectrice où vous n'allez pas forcément écrire quelque chose dessus. Et donc tout à l'heure vous avez mentionné notamment la poétesse Flora Aurima de Vatine. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a beaucoup, mais oui, évidemment, Flora Aurima de Vatine. J'ai beaucoup de livres que j'ai achetés, mais j'ai pas eu le temps de lire. Donc, j'ai sa dernière recueil de poésie et aussi donc le travail de Chantal Spitz, qui est évidemment assez connu. Mais elle a aussi un nouveau recueil de poésie qui s'appelle Et la mer pour de mur, je pense, qui est intéressant à moi. Il y a aussi des œuvres des femmes océaniennes anglophone, mais je ne sais pas si c'est intéressant pour vos lecteurs. Mais donc, Patricia Grace, qui est maori, j'ai quelques livres d'elle que j'ai pas lus, et aussi, ils sont des titres pour commencer. Mais évidemment aussi, on a Grace Mara Melissa de Vanuatu, qui a des collections de poésie très, très intéressantes, mais oui. Alors, merci beaucoup, en tout cas, Josie, d'avoir partagé vos lectures futures et puis vos recherches, ce sur quoi vous travaillez actuellement. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci. Vous venez d'entendre le 15e épisode de la saison 2 de la pause décoloniale. Anaïs Duong-Pedika interrogeait la chercheuse australienne Joséphine Goldman concernant la littérature océanienne et antillaise francophone écrite par des femmes. Nous avons exploré avec elle les liens entre les espaces de l'Océanie et des Antilles et notamment sur la représentation de la relation entre l'eau, le genre et l'identité culturelle dans la littérature et l'art contemporain des femmes antillaises et océaniennes francophones. Vous avez pu entendre des extraits de 2 romans océaniens dans lesquels elle explore le motif de l'eau, L'épave de Dewegorode et Pina de Titawapeu. Merci à Anaïs Duong-Pedika pour la réalisation de cette interview. Merci à Joséphine Goldman d'avoir accepté d'être notre invitée aujourd'hui. Merci à Radio Jido pour la diffusion de cet épisode. Et évidemment, merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à l'émission. On se retrouve le jeudi 16 novembre pour une nouvelle pause décoloniale. À bientôt!